Bonjour à tous, je m'appelle Daniela et aujourd'hui avec mes camarades Francis et Angie Ortiz, on va vous présenter l'année C3. Donc, pour commencer, cette année traite des aspects techniques de la description des niveaux des résultats. En langue, on y débat des formulations des critères des descripteurs, puis on y inventoire les méthodologies d'élaboration des échelles. Bon, ici, on a la formulation des descripteurs, l'expérience de l'étalonnage en évaluation de langue, la théorie de l'étalonnage dans les champs plus entendus de la psychologie expérimentale et les préférences des enseignants lorsqu'ils sont consultés suggèrent la mise en œuvre de lignes directrices suivantes pour l'élaboration des descripteurs. Bon, les lignes directrices, dans les lignes directrices, les échelles de compétences centrées sur l'examinateur comme des barèmes de notation des examens. On peut caractériser comme une formulation négative des niveaux inférieurs qui sont ceux où se trouve la majorité des apprenants. Il est certes plus difficile de définir un faible niveau de capacité en disant que l'apprenant est capable de faire plutôt que ce qu'il ne sait pas faire. Mais si l'on veut une batterie d'échelles de compétences servent non seulement à répartir et classer les candidats, mais aussi à définir des objectifs, il est alors préférable d'avoir une formulation positive. On peut, dans certains cas, formuler les mêmes points de manière négative et de manière positive. Bon, ici, nous avons la formulation positive et la formulation négative. Dans la formulation positive, elle possède un répertoire de bases de discours et des stratégies qui les rendent capables de faire face aux situations prévisibles de la vie quotidienne. Elle possède un répertoire de bases de discours et de stratégies suivant pour la plupart des besoins de la vie quotidienne, mais doit généralement compromettre sur les messages et les chercheurs de mots. Et aussi, le vocabulaire tourne autour des domaines tels que les objets usuels, les lieux et les liens des parents les plus courants. Ici est débutant. Et produit et reconnaît un ensemble de mots et de phrases appris par cœur, et c'est pour le niveau 1. Et finalement, on peut produire des expressions quotidiennes brèves afin de satisfaire des besoins concrets. Ici, on a la mise en œuvre des lignes directrices en tenant compte de la formulation négative. Dans ce cas, l'élève possède un répertoire de discours étroit qui l'oblige à reformuler et à chercher ces mots constamment. Ici, une compétence limite provoque rupture de communication fréquente et des malentendus dans la situation inhabituelle. Aussi, il y a des ruptures de communication dues aux contraintes que la langue pose au message. Dans ce cas, l'élève ne possède qu'un vocabulaire limité, des mots et des expressions de portée limitée génèrent la communication des pensées et des points de vue. Et l'étudiant ne peut produire que des énumérations de mots et des énoncés tout faits. Et finalement, l'élève ne possède que le répertoire de la langue les plus élémentaires sans aucune preuve ou peu de preuves de la maîtrise fonction du discours. Ici, nous avons la méthodologie de l'élaboration des échelles. L'existence d'un série de niveaux présuppose que certaines choses peuvent être placées à un niveau plutôt qu'un autre et que les descriptions d'un nouveau donné d'habilité dans les performances de ces choses appartiennent à ce niveau plutôt qu'un autre. Et ceci suppose que l'on applique de manière consistante une forme d'étalonnage. Il existe plusieurs façons possibles de placer des descriptions de compétences langagières à des niveaux différents. Et les méthodes existantes peuvent se répartir en 3 groupes, les méthodes intuitives, qualitatives et les méthodes quantitatives.
La plupart des échelles de compétences langagères disponibles ainsi que d'autres ensembles hiérarchisés de niveau ont été élaborés selon l'une des 3 méthodes intuitives du premier groupe. Et le mieux est de combiner les trois approches dans un processus cumulatif de complémentarité. Ici, les méthodes intuitives. Ces méthodes n'exigent aucun recueil méthodique de données. Elles sont seulement pour principe l'interprétation et l'expérience. Le premier s'appelle expert. Ici, on demande à quelqu'un de rédiger une échelle, ce qui peut être fait par la consultation des échelles existantes, des programmes et toute autre source de matériel pertinent. Véritablement, après avoir entrepris une analyse des besoins du groupe cible en question. On peut alors expérimenter et réviser l'échelle en interrogeant des informateurs. Le numéro 2 s'appelle commission. Il s'agit d'un petit groupe d'experts entouré d'un groupe plus important de consultants. Les évalués font l'objet de commentaires de la part des consultants. Ces derniers peuvent fonctionner intuitivement sur la base de leur expérience et sur la base de la comparaison d'apprenants ou d'échantillons de performance. Le numéro 3 est l'expérimentation. Ici, un petit groupe de gens se réunit en commission afin de parvenir à une même compréhension de niveau et des critères. L'expérimentation systématique et le feedback peuvent permettre ensuite un affinement de la formulation. Bon, après, on a les méthodes qualitatives. Toutes ces méthodes impliquent des ateliers de travail réduits avec des groupes d'informateurs et une interprétation qualitative plutôt que statistique d'informations recueillies. Donc ici, on a le numéro 4, un concept clé qui s'appelle formulation. Une fois que l'on dispose d'une ébauche d'échelle, une technique simple consiste à la découper et à demander des informations à des informateurs représentatifs des utilisateurs. On a ici on a déclassé ou les définitions dans ce qu'ils jugent entre l'ordre convenable. Après, on a des justifiés ou ce jugement plus une fois révélé à la différence entre l'ordre qu'on a choisi et l'ordre prévu. Après, on a identifié quels sont les points clés qui ont aidé au embrouilleux. Après, on a le numéro 5, le concept clé qui s'appelle performance. Ici, on parle de descripteurs de performance de type dans le cadre de chaque niveau afin d'assurer la cohérence entre ce qui a été écrit et ce qui s'est passé. Après, on a les traits de primaire, ici des informations individuelles, classes de production. Dans ce cas, ce sont généralement écrits puisque se négocie un classement commun. Quand on parle d'un classement commun, on parle en principe selon lequel les scripts ont été effectivement triés et alors identifiés et décrits pour chaque niveau en prenant soin de mettre en évidence les traits marquants de chaque niveau. Ce qu'on a décrit et c'est les traits qui déterminent le classement. Sont décisions binaires et une autre variante de la méthode fondée sur un trait principal consiste à trier d'abord les échantillons représentatifs en piles par niveau. On identifie ensuite les concepts clés au cours d'un débat focalisé sur la limite entre les niveaux. Cependant, le trait en question est alors formulé comme une brève question critère de type oui ou non. Et le jugement comparatif, c'est le numéro 8. Des groupes discutent des performances et explicitent laquelle est la meilleure.
Et pour quelles raisons afin de repérer les métalangages utilisés par les correcteurs et les traits marquants de chaque niveau. Le numéro 9 est tri de tâches et lorsqu'on dispose d'une évaluation de descripteurs, on peut demander aux informateurs de les classer selon les catégories ou les niveaux qu'ils sont censés décrire. On peut également demander aux informateurs de commenter les façons possibles d'ajuster, amender ou de rejeter les descripteurs et d'identifier ceux qui sont particulièrement clairs, utiles et pertinents. Bon, finalement, on a les méthodes quantitatives. Ces méthodes supposent une quantité importante d'analyse statistique et une interprétation prudente des résultats. Ici, le numéro 10 s'appelle analyse discriminante. Et dans un premier temps, on se met à une analyse de discussion détaillée d'un échantillon de performances qui ont déjà été notés, de préférence par un groupe. Cette analyse qualitative identifiait l'incidence de différents traits et qualitative en fait les décomptes. Bon, après, on a étalonnage multidimensionnel. Dans ce cas, il s'agit d'une technique descriptive pour identifier les concepts clés et les relations qu'ils ont. Dans ce cas, on évalue des performances avec une échelle analytique de plusieurs catégories. Finalement, le numéro 12 est l'analyse théorique des réponses aux items. C'est une théorie relativement récente qui propose un ensemble apparent de modèles de mesure ou d'étalonnage dont le plus simple et le plus solide est le modèle de hash du nom de George Hash et mathématicien danois est essentiellement utilisé pour identifier la difficulté d'items isolés dans une banque d'items. Si vous êtes à un niveau avancé, vos chances de répondre à une question élémentaire sont élevées. Et si vous êtes débutant, vos chances de répondre à un item avancé sont très faibles. Et le modèle de hash a permis de convertir ces faits très simples en une méthodologie d'étalonnage qui peut être utilisée pour calibrer des items sur une même échelle. Et une utilisation de cette approche permet d'utiliser pour étalonner aussi bien des descripteurs de compétences communicatives que des items de test. Bon, merci beaucoup pour votre attention, prof.